L'exposition Get Up Stand Up, présentée au MIMA à Bruxelles, retrace l'histoire des affiches contestataires. Créées d'une part par les mouvements étudiants et ouvriers de mai 68 en France, et d'autre part par des manifestations aux États-Unis contre les inégalités et la guerre. Une lutte incessante pour plus de liberté et de justice. 50 ans plus tard, cet univers graphique, porteur d'espoir, n'a rien perdu de sa force et résonne encore dans notre actualité. Retour sur la jeunesse du MIMA avec son fondateur Michel Delaunoy et rencontre avec Michael Lelouch, commissaire de l'exposition. Ça a commencé il y a 4 ans, en 2014-2015. On a eu cette idée de faire le musée. L'idée est venue de manière assez instinctive, je veux dire. On s'était rendu à Los Angeles et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de musée street art, urban art à cette époque. Et pourtant, Los Angeles était un mouvement important de cette culture. Et en revenant à Bruxelles, on s'est dit on va monter un musée. Quand on a ouvert le musée en 2016, on était considéré mondialement comme le premier musée urbain 2.0, le Millennium Iconoclast Museum of Art. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes internationaux nous ont repris tel quel en disant qu'on était le premier musée qui racontait cette histoire. Par définition, le musée est un espace de rencontre, donc c'est un espace social. On a fait beaucoup de projets autour du musée pour attirer la jeunesse à découvrir leur culture, parce que finalement c'est leur culture, mais de la découvrir de manière un peu plus intellectuelle, si je puis dire, ça veut dire avec un peu de recul. L'exposition sur les affiches Get Up Stand Up, on se rend compte que la jeunesse ne connaît pas cette histoire. Pourtant aujourd'hui, je crois que notre civilisation est née de toutes ces revendications et de toutes ces évolutions qui ont marqué les 30 années qui ont suivi ou les 40 années qui ont suivi. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une école de commerce alors qu'adolescent, mon rêve c'était de devenir écrivain. Mais familialement, on m'a plutôt orienté vers l'école de commerce. Et à un moment donné, j'en ai eu assez de ce que je faisais. Je voulais vraiment m'investir complètement dans l'art et dans l'écriture. Et je suis devenu scénariste. Et parallèlement à ça, j'ai développé un goût pour l'affiche, pour le graphisme, à peu près vers l'âge de 25 ans. Je me suis mis à collectionner les affiches. Parce que l'affiche, pour moi, c'est vraiment la trace de quelque chose qui a existé, mais qui n'existe plus. Et c'est une trace qui, en fait, au départ, n'était pas du tout faite pour durer, mais pour être éphémère, avoir une action très simple, mais un véritable outil. Et en fait, ces outils, aujourd'hui, on peut les garder, les déterrer, les regarder. Donc, c'est une trace archéologique. Et donc, cette idée de l'archéologie, qui est finalement un truc qui remonte à l'enfance, quoi, ce désir de fouiller la terre et de trouver une trace et de raconter l'histoire à partir de cette trace, c'est resté. Et je me suis dit qu'on pouvait raconter des choses. Donc, toujours cette idée de raconter des histoires, du storytelling. On pouvait raconter des choses, des événements, des mouvements à travers les pièces qui étaient restées. L'exposition s'articule autour d'une dizaine de pièces, ici sur 4 étages, donc c'est assez grand, c'est 1200 mètres carrés, donc on a plus de 400 affiches sur les murs. On entre à travers une frise chronologique extrêmement longue, qui fait 8 mètres de long, et qui permet de voir tous les événements qui se sont déroulés entre 68 et 73, partout dans le monde. Donc c'est vraiment, on replonge historiquement dans les mouvements qui ont dessiné et essaimé cette période. Donc on arrive dans une pièce, la première pièce, qui est les ateliers populaires. Donc on voit tout ce qui a été produit en sérigraphie dans les ateliers populaires à Paris, aux Beaux-Arts.
ainsi à la fac de sciences, aux arts décoratifs. On passe dans une autre pièce qui est dédiée à la répression, donc au rôle et à la figure du flic, du gendarme, du CRS et même du militaire, qui finalement a été le bras armé du pouvoir, qui, à un moment donné où la jeunesse descendait dans la rue et disait son mécontentement, a décidé de réprimer fortement. Et ça, c'était nouveau. Donc, on avance encore et on arrive dans une pièce qui est, à mon avis, centrale et qui d'abord se situe vraiment au centre du musée. C'est la salle consacrée à la guerre du Vietnam. Donc là, on voit le fait que cette guerre du Vietnam s'est déployée sur 8 ans, ça a duré énormément de temps et ça a été une obsession mondiale. Donc toute la jeunesse résonnait contre cette guerre-là et aux États-Unis, les jeunes garçons, la moyenne d'âge était 19 ans pour ceux qui partaient au front, donc ne voyaient pas leur avenir et n'ont cessé de se battre contre cette guerre qui est jugée complètement absurde. On monte encore d'un étage. On arrive à une pièce qui est une sorte de respiration dans l'exposition, qui est une œuvre de Julio Leparc, qui a fait une œuvre qui est une sorte de forêt de sacs de frappe de boxe, qui représente toutes les figures d'autorité qui peuvent nous écraser, nous, hommes de la rue. Et donc, voilà, on peut se défouler et frapper sur des militaires, des professeurs, des journalistes, des intellectuels, des artistes et même la figure du père. Donc, c'est peut être psychanalytique. On continue à avancer. Et on passe à une pièce qui est vraiment consacrée à l'égalité d'une manière générale, où on voit les différents grands aspects de l'égalité, c'est-à-dire que les luttes des minorités ethniques, les Afro-Américains aux États-Unis, la continuité du mouvement des droits civiques, les ouvriers chicano-hispaniques aux États-Unis, les droits des Indiens, les Amérindiens aussi aux États-Unis, une grosse résurgence à ce moment-là, et un mur entier consacré au nouveau féminisme, à la libération des femmes, la reprise de contrôle de leur corps à travers la demande de contraception, le droit à l'avortement et aussi tous les droits liés au travail. On avance à travers une autre pièce qui est une forme de respiration, qui est la pièce Blacklight. Donc on se croirait dans une boîte de nuit. Donc c'est une salle en lumière noire avec des affiches qui sont littéralement phosphorescentes puisqu'elles contiennent du phosphore. Elles sont vraiment extrêmement représentatives d'une époque, du côté peace and love, du côté le psychédélisme, le côté carpe diem. Voilà, on fait l'amour et on ne sait pas exactement où on ira demain. Est-ce qu'on va recevoir son papier pour aller au front? Donc c'était l'amour, les drogues, la musique. Voilà, il y a vraiment tout ça qu'on ressent dans cette pièce-là, qui est une pièce finalement sombre et en même temps très lumineuse. Avant-dernière pièce, on a une pièce consacrée à la liberté, qui donne un panorama mondial de toutes les luttes pour la liberté, la fin du colonialisme, il y a toutes les luttes contre les dictatures. Donc là, on a vraiment une résonance extrêmement internationale et on comprend que sur la planète, c'était pas la paix et la démocratie qui régnaient en maître à cette période-là. Dernière salle, l'écologie, qui est aussi une des très grandes prises de conscience de l'époque, puisque on va dire que l'écologie naît officiellement le 29 décembre 1968, lorsque la mission Apollo 8, qui explore la surface de la Lune, prend cette photo du lever de terre. Et donc c'était la première photo en couleur de la Terre. Et ça a ému la planète entière quand ça a été dans la presse. Et à partir de ce moment-là, tous les mouvements écologistes ont éclos. L'art, si on devait équilibrer l'art avec un mot, je voulais raconter, pour moi c'est civilisation. Donc plus l'art est créatif, plus il est... peut-être l'art est aussi souvent en mouvement par rapport au pouvoir, puisque c'est souvent là où il s'exprime le plus fort, mais ça veut dire que, comme je l'expliquais, ça veut dire qu'il y a un dialogue, il y a un débat entre les artistes, le pouvoir, entre tous ces atomes qui créent une civilisation. Et c'est vrai que quand l'art est puissant, la civilisation est belle, et quand l'art est amené à néant, on peut dire qu'elle a amené des sociétés assez dramatiques. Donc pour moi,
la civilisation, ce qu'elle peut avoir de meilleur et ce qu'elle peut avoir de pire. Donc soutenons l'art parce que c'est elle qui nous soutient. Il y a une forme de nihilisme et de défaitisme ambiant qui est assez fort dans les nouvelles générations, qui se marque parfois même par de l'indifférence tout simplement, du désintérêt à tout. L'autre chose, c'est aussi qu'il y a une vision surnostalgique des choses qui dominent, parce que peut-être dans les années 60, 70, il y avait le rock'n'roll, ceci ou cela. J'ai voulu montrer que la société avant était bien pire que celle d'aujourd'hui, qu'on revient de très très loin, mais que la société ne s'est pas améliorée et les lois n'ont pas été données et les droits n'ont pas été donnés aux gens spontanément, comme ça, par magie. Non, des gens se sont battus pour améliorer le sort des minorités, pour améliorer le sort des femmes, le sort de la planète et de bien d'autres choses, le sort des ouvriers, donc des employés, quand je dis ouvriers au sens large. Donc, et parce que des gens sont sortis dans la rue, parce que des gens ont pacifiquement manifesté, sont descendus ou ont exprimé leur voix, alors des choses se sont produites et des droits sont tombés et le sort de l'ensemble de l'humanité s'est amélioré. Donc c'est pour ça que l'exposition s'appelle Get Up Stand Up, les affiches qui ont changé le monde, Changing the World with Posters. Donc on peut changer les choses et le message c'est vraiment ça. Si on décide de changer le sort des gens, on peut le faire.